Chers étudiants, dans cette capsule vidéo, nous allons parler d'une nouvelle notion de la partie humaniste qui est sur la communication. Le but de cette vidéo est de vous aider, enfin de vous donner les outils pour savoir résoudre ou répondre à des QCM ou des questions qui portent sur l'évaluation de votre capacité à communiquer, à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles. Un des piliers majeurs dans la communication en tant que soignant, c'est la communication avec le patient. Et l'objectif, c'est de comprendre l'importance de l'écoute active. Rappelez-vous, l'écoute active était un pilier essentiel dans l'empathie. Donc l'empathie aussi, c'est créer aussi une certaine communication afin de transmettre et comprendre des émotions de votre interlocuteur. Donc même dans la communication de la vie de tous les jours avec votre patient ou votre interlocuteur, l'écoute active est quelque chose qui est majeur pour permettre une discussion qui va être centrée sur une compréhension mutuelle, mais en même temps pour la transmission et la compréhension de l'émotion de l'autre. Ainsi, un autre objectif sera d'identifier les éléments clés de la communication à la fois verbale et non verbale. L'écoute active, si on fait un petit rappel, c'est quoi comme définition? C'est quelque chose qui implique à prêter attention aux mots, aux émotions et aux signes non-verbaux, aux mots et aux émotions du patient. L'avantage, c'est qu'il va renforcer la relation médecin-patient, car quand vous êtes à l'écoute de votre interlocuteur, cet interlocuteur se sent écouté et a envie d'en dire davantage, et donc cela crée une relation de confiance. Un autre avantage, ça favorise une compréhension mutuelle, parce que quand vous écoutez, bien sûr, vous n'êtes pas que passif, il y a l'écoute active. La notion active, c'est que vous posez de plus en plus de questions, vous vous intéressez à ce que votre interlocuteur vous dit, en essayant bien sûr de respecter, de ne pas l'interrompre, et voilà. Mais c'est là que vous allez mieux comprendre le point de vue de votre interlocuteur en posant de plus en plus de questions pour être de plus en plus précis dans l'idéologique ou l'idée ou la formulation de ce que le patient est en train de vous donner. Donc si le patient vous dit « je suis inquiet », c'est à vous de dire en quoi vous êtes inquiet. Et le patient vous explique « je suis inquiet pour le traitement, la prise en charge, qui m'a l'air un peu lourd, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient fatigant, et j'ai l'impression que j'en ai pour 2 ans pour le traitement de mon cancer, par exemple. » Vous allez expliquer « écoutez, le but du traitement, c'est arriver à ce but-là, à permettre de vous guérir, ou en tout cas de diminuer les symptômes indésirables de votre cancer. Je vous rassure, on va faire étape par étape, on va suivre un chemin qui va vous permettre de ne pas être contraignant en adaptant avec vos exigences, mais en même temps quelque chose qui soit le plus efficace possible pour votre traitement, afin que votre cancer soit traité et pris en charge correctement sur le long terme. Et donc, c'est comme ça que le patient et le médecin vont se mettre d'accord sur le projet thérapeutique. En effet, le patient participe dans le projet de ses soins. Il n'y a pas que le médecin qui impose. Le médecin n'impose pas, en fait, la décision thérapeutique. Le patient est un acteur important sur la prise en charge, et donc c'est important que le patient a son mot à dire. Le patient doit être maître de sa santé également, c'est le maître de sa situation, c'est lui aussi d'accepter ou non les traitements qu'on lui propose. Le médecin est juste là pour conseiller. Donc ça aussi, cette approche est très importante parce qu'on a cette tendance en tant que médecin de vouloir sauver tout le monde, et on a cette approche un peu paternaliste qui est justement quelque chose qui fait fuir la plupart des patients. Donc c'est pour ça que l'écoute active permet de favoriser une compréhension mutuelle, mais aussi ça permet d'identifier les besoins et les préoccupations du patient. Et donc on comprend que voilà, si vous donnez un diagnostic et vous faites sortir le patient directement sans que vous posez des questions ou sans que vous analysiez l'expression faciale ou l'inquiétude du patient, ça ne va pas le faire parce que le patient se sent perdu, et donc il va peut-être voir un autre médecin pour avoir plus d'explications parce que vous ne l'avez pas donné, ou bien voilà, vous le mettez dans un état de choc émotionnel ou bien de stress. Voilà, il y a tout un effet psychologique qui intervient dans l'écoute active si vous ne faites pas correctement votre écoute active. C'est pour ça que je vous recommande bien sûr de favoriser cette notion-là dans la vie de tous les jours, et quand vous serez médecin ou même peu importe votre profession, quand vous serez en contact avec votre interlocuteur.
Donc, il existe la communication verbale et non verbale. Verbale, c'est utiliser un langage parlé qui est approprié, ok, donc adapté à la personne. Capacité d'expliquer clairement les informations médicales, donc si possible de vulgariser les notions afin que le patient comprend ce que vous lui dites. Voilà, une personne, tout le monde n'a pas fait des études de médecine, donc expliquer quelque chose qui est très complexe avec un lexique, un vocabulaire très très sophistiqué, ça ne va pas aider aux patients de comprendre les choses. Il faut bien sûr l'adapter. Et bien sûr, une écoute active et empathie. Donc, par exemple, un exemple concret dans la communication verbale, c'est expliquer un diagnostic à un patient de manière compréhensible. La communication non verbale, c'est le langage corporel, l'expression faciale, chercher un contact visuel et de posture. Voilà, je pense que c'est plus agréable qu'un patient se sent écouté quand le médecin le regarde droit dans les yeux et qui se penche en avant vers sa direction, qu'un médecin qui tape sur l'ordinateur et qui ne fait que regarder son écran et qui fait que tapoter les informations que le patient lui dit. C'est vrai que la plupart des médecins, nous les assistants ou les étudiants en médecine, quand on est en stage aux urgences, on a tendance à faire ça. Il faut essayer d'éviter ça, parce que ça peut être mal perçu par le patient. Ou même les médecins, il y en a, hein, c'est une mauvaise habitude qui est faite par tout le monde. Je pense que c'est pas fait exprès, c'est juste qu'on est très débordé, on essaye de faire voilà, la médecine, c'est vrai qu'il y a les maladies, il y a les médicaments et tout ça, mais on essaye de tout mettre, toutes ces informations dans un contenu informatique afin de ne pas perdre les informations et avoir un suivi du dossier ultérieurement qui va influencer la prise en charge pour d'autres pathologies, etc. Donc on est très concentré sur notre écran. Mais bon, dans un monde idéal, le mieux c'est de temps en temps regarder quand même le patient, voir un peu l'expression faciale, voir un peu s'il comprend bien la situation, voir un peu son état émotif. Voilà, quand vous tapez sur l'écran et que vous dites « est-ce que vous avez compris ?» sans vous retourner regarder le patient va vous dire oui pour dire oui. Si ça se trouve, le patient va hocher la tête, il va dire oui, d'une manière affirmative, qu'il a compris l'information, ou bien il va dire oui, mais avec une intonation un peu douteuse et avec une expression faciale qui fait que le patient n'a pas l'air d'avoir tout compris et il a l'air de plisser les yeux avec les sourcils un peu froncés, désignant de manière inconsciente qu'il n'a pas trop bien compris les informations que vous lui avez dit. Donc voilà, dire oui, c'est pas la même chose que en fonction de votre expression faciale et votre langage. Donc vous comprenez bien qu'un patient, quand il va dire oui, il faut absolument le regarder pour voir est-ce qu'il a vraiment bien compris. Ou dans d'autres situations, si vous voyez que le patient est inquiet de sa situation, bah, vous pouvez le ressentir dans ses gestes, dans son expression faciale, et donc c'est à vous de réagir et de vous rendre compte avec une certaine empathie, parce qu'on ne peut pas dissocier vraiment la communication et l'empathie, et de vous dire, écoutez, je sens que vous êtes inquiet, est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que quelque chose vous inquiète dans votre maladie, dans ce que je viens de dire? Voilà, vous voyez, on crée une communication, on essaye de toujours essayer que les émotions sortent et que voilà, les cartes sont posées sur table, comme on pourrait dire ça, un peu, mais qu'en même temps, vous soyez honnête et en même temps, vous exprimez votre intérêt de votre patient, comme comme tout autre patient. Hein. Chaque patient, on dit que chaque patient est différent, mais l'idéal, c'est garder cette même approche avec tous les patients avec tous les patients. Quand vous êtes généraliste, vous avez toujours les mêmes patients et c'est des patients chroniques. Donc, c'est quelque chose que vous devez toujours garder et préserver cette relation professionnelle entre médecin et patient. Et donc, dans la communication verbale, c'est utiliser des mots, un langage pour transmettre une information. Et donc, voici les éléments clés pour la communication verbale. C'est un langage clair, efficace, compréhensible et favoriser des questions ouvertes. Donc, éviter les questions qui se répondent par oui ou non. Il faut encourager l'expression du patient, que le patient se manifeste et dit son ressenti ou explique ce qu'il a besoin à dire. Si ça se trouve, on peut passer à côté de quelque chose si on met des questions fermées. En disant des questions ouvertes, le patient va essayer de donner des informations complémentaires qui va vous aider pour un diagnostic ou en même temps pour comprendre son état de vision sur le moment. Par exemple, s'il y a l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou d'une bonne nouvelle, peu importe. Et en même temps, si le patient s'arrête, voilà, il n'a pas d'autre chose à dire et il s'interrompt, c'est à vous de poser d'autres questions éventuelles pour affiner l'anamnèse ou bien l'interrogatoire.
Évitez donc les interruptions, parce que quand vous interrompez votre interlocuteur, il se perd dans la structure de ce qu'il est en train d'expliquer, et donc il ne sait plus par où il s'est arrêté. Et donc on manque d'informations, et ce n'est pas une discussion efficace. Et évitez bien sûr les jugements. Si vous jugez, le patient va se refermer sur lui-même, il va dire moins d'informations, et là vous zappez des trucs qui pourraient être importants pour la prise en charge et pour le traitement, ou peut-être pour un suivi. Et donc, pour terminer une consultation, il faut bien sûr reformuler, résumer tout ce que vous avez parlé. Si il y a eu l'annonce d'un cancer ou d'un traitement, ou voilà, parfois les traitements sont très complexes parce qu'il y a plusieurs examens ou des examens complémentaires à faire, et le patient ne sait pas comment s'organiser. Il y a un horaire, voilà, à telle date il doit faire son scanner, et à une autre date il doit faire une prise de sang. Voilà, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui demande une certaine organisation. Donc n'hésitez pas à résumer tout ce que le patient devra faire, peut-être sur une feuille, et vous lui donnez, et vous expliquez, vous le dessinez, tout ce que le patient doit faire étape par étape pour être sûr qu'il ne manque pas à ses rendez-vous. Et bien sûr, pour être sûr qu'il prend les bons médicaments, vous l'expliquez peut-être quelle est la dose ou le nombre de pilules qu'il doit ingérer par jour, etc. etc. Donc, en même temps, quand vous résumez, vous êtes sûr que le patient, dès qu'il sortira du cabinet, il aura compris toutes les informations que vous lui avez dit. Et en même temps, vous reformulez pour vérifier la compréhension de ce qu'il y a eu entre vous deux. Donc la communication non verbale, voilà, tout ce qui est expression faciale, posture, geste. Et donc l'impact au niveau de la communication, de la communication non verbale, c'est transmettre l'émotion, les attitudes de l'autre, mais en même temps ça renforce ou ça va contredire le message verbal. Et donc c'est là qu'on peut voir que quelqu'un il ment, on le sent, quelqu'un qui n'a pas envie de dire des choses mais il a envie de le dire, on le voit aussi. Donc ça c'est les choses qui disent que la communication non verbale doit corréler avec la communication verbale. Et donc voilà, c'est comme ça que vous allez essayer d'investiguer un peu plus loin. Quand vous voyez qu'un langage corporel ne correspond pas au dire de la personne, eh bien c'est là que vous allez réagir en disant: est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou quelque chose qui ne va pas en fait? Est-ce que quelque chose vous inquiète dans ce que j'ai dit? Voilà, c'est bien sûr, le patient ne va pas vous le dire explicitement, ce sera le langage corporel qui va être implicite. Donc, conseil pour une communication non verbale efficace, c'est maintenir un contact, utiliser une posture ouverte et détendue, et s'adapter aux expressions faciales et aux gestes du patient. Donc, je vous recommande cette chaîne YouTube parce que ça illustre vraiment tous ces concepts de communication entre... c'est des acteurs qui jouent, un joue le médecin et l'autre joue le patient. Et donc, vous voyez plusieurs scénarios, situations, comment interagir avec l'interlocuteur ou enfin le patient. Et donc vous allez voir comment adapter une bonne communication efficace en consultation. Bien sûr, dans la communication, il y a une collaboration, et donc c'est la collaboration interdisciplinaire. Donc vous allez être médecin, ou peut-être en hôpital, en milieu hospitalier, vous allez collaborer avec d'autres personnes, d'autres professionnels de santé, tels que les kinés, les diététiciens, les ergothérapeutes, l'assistante sociale, les psychologues cliniciens. Ça ne s'arrête pas. Les infirmières, surtout, il faut pas oublier, les infirmières sont le relais entre le médecin et les patients. Donc cette communication des informations entre vos collègues sont quelque chose qui est nécessaire pour le bien-être du patient en même temps, mais en même temps pour la prise en charge qui soit efficace. Alors les objectifs, c'est comprendre l'importance de la collaboration, donc la collaboration et de la coopération entre les praticiens de la santé. Et donc c'est identifier les acteurs clés avec lesquels les médecins et dentistes doivent interagir. Et donc la collaboration, c'est quoi? C'est travailler ensemble pour un objectif commun, partageant des responsabilités et des connaissances. Donc on travaille sur un même but en essayant de partager la responsabilité. Alors que la coopération, c'est travailler de manière complémentaire en mettant en commun les ressources et les compétences. Donc mettre en commun les choses, alors que
dans la collaboration, c'est avoir un objectif commun. Donc ça, c'est la différence entre collaboration et coopération. Les avantages de la collaboration et de la coopération, donc c'est deux notions de travailler ensemble pour un même objectif ou de travailler de manière complémentaire pour arriver à un même but. Enfin, pour bien sûr complémentariser les choses et arriver à mettre en commun les ressources et les compétences, ben, ça va améliorer la qualité des soins, des traitements et favoriser une approche holistique du patient et permettre un échange de connaissances et d'expertise. C'est pour ça qu'on a souvent des concertations multidisciplinaires, surtout en oncologie, dans le traitement de cancer, où on a les chirurgiens, les oncologues, etc., qui sont tous réunis autour d'une table, qui va discuter en fonction de leur expérience, de ce qu'ils devront faire avec le patient. Les acteurs de la santé, donc, il y a le patient, mais autour du patient également, donc les tuteurs légaux, si c'est le cas d'un mineur, la famille, les amis, l'importance de leur implication dans le processus de soins, et une communication empathique et transparente qui se fait, le soutien familial. Les autres praticiens de la santé, ce sont vos confrères, vos consoeurs, les infirmières, infirmiers, technologues et thérapeutes, la collaboration pour assurer des soins complets et coordonnés, et le partage d'informations et de recommandations. Voilà, un scénario, un patient présente une forte anxiété avant une intervention dentaire, vous êtes dentiste. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes dentiste, vous dites, vous allez entamer comme approche l'écoute active. Je constate que vous êtes fort anxieux. Est-ce que vous voulez en parler ? Est-ce que quelque chose vous inquiète pour cette intervention ? Et donc là, vous prouvez que vous comprenez les préoccupations du patient et le patient va s'ouvrir à vous. Oui, je m'inquiète parce que j'ai jamais eu l'habitude de faire une intervention dentaire. Est-ce que c'est dangereux ? Comment ça se passe ? Est-ce que je vais être anesthésié ? Voilà, toutes ces choses-là, en expliquant les détails de l'intervention, ça va rassurer le patient et connaître les étapes le jour où il va avoir son intervention. Comme ça, il n'a pas de surprise et il est moins anxieux. Et donc, utiliser des mots rassurants, des explications claires, expliquer comment va se passer l'intervention, en utilisant des signes non-verbaux avec un sourire, un toucher léger. Alors, parfois, il y a des personnes qui n'aiment pas être tactiles. Donc, surtout rester sourire, avec un sourire et pencher vers le patient et chercher un contact visuel. Collaborer avec l'infirmière ou les autres collègues ou assistants qui assistent avec vous l'opération pour administrer les techniques de relaxation et permettre de calmer l'anxiété du patient. Et quand vous avez une collaboration interdisciplinaire avec un traitement complexe, donc il y a un patient qui a une maladie chronique qui va nécessiter un traitement multidisciplinaire, vous allez avoir une réunion d'équipe avec différents praticiens pour discuter sur le plan thérapeutique, partager les informations médicales ou dentaires pertinentes. Enfin, surtout en stomatologie, on utilise beaucoup les concertations multidisciplinaires en dentisterie. Et un établissement des protocoles et suivi et coordination des soins et communiquer de manière régulière pour ajuster le traitement en fonction du besoin du patient. Et donc, c'est une discussion qui se fait autour du patient. Et donc, la communication se fait en partageant chacun son expérience et mettre tout le monde à un projet commun. Et donc, la communication avec les proches du patient, ça, c'est aussi quelque chose. C'est impliquer les proches dans le processus de soins, expliquer les informations médicales et les options de traitement, bien sûr, tout en respectant le secret professionnel. Si le patient exige qu'il y a des informations qu'on ne voudrait pas communiquer, voilà, c'est le choix du patient. Maintenant, c'est pour ça le patient, dans son dossier, on marque un tuteur légal ou une personne de relation, une personne de confiance, voilà, voilà, le patient dit, voilà, pour cette personne, cette personne en particulier, je vous donne l'autorisation de dire toute information médicale vis-à-vis de mon état. Voilà, c'est pas pour rien qu'on désigne une personne de relation, de contact dans le dossier du patient pour expliquer, voilà, chaque fois quand ils viennent à 16h pour voir le patient et qu'ils nous demandent, nous les médecins, je voudrais savoir un peu des nouvelles d'un tel, voilà, peut-être c'est son fils, peut-être c'est son mari, peut-être c'est sa femme. Donc voilà, c'est des personnes qui doivent être impliquées dans le soutien du patient en question, mais en même temps avoir les informations pour comprendre son état et son évolution. Et donc, bien sûr, aussi, ce que vous devez faire en tant que médecin, c'est la gestion du stress et des proches. Surtout quand vous êtes en oncologie, dans un service de cancérologie, les patients, ils sont dans leur chambre et voilà, leurs proches leur rendent visite. Mais ces proches vont tout de suite venir vers vous pour vous demander est-ce que c'est grave, docteur, est-ce qu'il va s'en sortir. Donc, ces choses-là, c'est à vous de gérer ce genre de situation
tout en restant honnête, ne pas faire donner des faux espoirs. Il faut rester rationnel, mais en même temps, euh, donner un aspect positif sur la qualité de la prise en charge et en même temps essayer de trouver les traitements appropriés au point de vue du confort du patient. Mais en même temps, voilà, si les annonces, les mauvaises nouvelles, annoncer que voilà, le proche va mourir, enfin le patient pardon, en question, il faut l'annoncer aux proches qu'il va mourir dans les jours qui suivent ou le mois qui suit, c'est quelque chose qui est relativement très difficile à communiquer. C'est pas quelque chose que ça, on arrive dès que vous commencez vos stages de grande clinique. C'est quelque chose que vous allez apprendre avec l'expérience durant vos études ou même en finissant les études, on n'a pas encore cette expérience. C'est quelque chose qui s'apprend même même en ayant fini votre assistanat. Et donc, voilà, c'est tenir une réunion avec les proches du patient, discuter sur le plan de traitement aussi. Voilà. Qu'est-ce qui est adapté? Est-ce que les proches sont d'accord pour un traitement? Alors, c'est le patient qui décide évidemment, mais par exemple, en disant, voilà, le patient, il n'est pas dans un état, une capacité de savoir décider tout seul. Donc, c'est le proche le proche qui est enregistré dans les relations de contact direct avec le patient. Bah, voilà, est-ce qu'on fait des soins palliatifs à domicile ou dans un centre de soins palliatifs? Donc ça, c'est le choix vis-à-vis des proches. Et donc, c'est eux qui participent aussi dans cette décision, dans le traitement. Voilà. Il y a des situations très complexes où, des questions d'euthanasie, tout ça, le proche n'a pas trop son mot à dire. Mais après, voilà, il y a toute une question éthique qui se fait là-dessus et ça varie d'un pays à un autre. Après, il y a le proche qui est désigné comme personne qui décide sur l'euthanasie ou non du patient. Voilà, il y a des notions où il y a une lettre qui est rédigée par le patient, qui est donnée à la commune, qui dit voilà que cette personne, si le patient veut faire une euthanasie, mais c'est souvent difficile parce que voilà, si c'est un enfant mineur, voilà, en Belgique, il faut savoir qu'on a le droit d'euthanasie à un enfant qui est bien sûr, il y a des critères pour ça, hein. C'est des critères très complexes. Il y a un questionnaire psychologique, il y a des réévaluations psychologiques, être sûr que l'enfant comprend sa situation, être sûr que la maladie est incurable, que ce soit au plan physique, biologique et chimique, enfin physique, biologique et psychique, pardon. Donc voilà, et si la maladie est vraiment incurable, qu'il n'y a pas d'autre alternative, si vraiment, même aux soins de confort, on n'arrive pas à atténuer la douleur ou le mal-être ou l'agonie du patient, voilà, il y a tous ces critères-là qui fait que les parents, quand ils sont tuteurs, ils peuvent décider de l'euthanasie, mais ça, bien sûr, ils n'ont pas tout le temps le choix. Il y a bien sûr toute une évaluation qui se fait bioclinique et psychologique. Mais bon, ça reste quelque chose qui est en débat, qui est un sujet relativement difficile. Mais juste pour dire que voilà, il y a des discussions qui se font, et c'est plusieurs discussions, plusieurs rendez-vous avec les proches du patient pour discuter sur le plan du traitement. Donc voilà, toutes sortes de traitements ou toutes sortes de décisions, toutes sortes de prises en charge ou voilà, quand vous êtes en service de gériatrie, parfois on a des démences de Corday-Lewy ou des personnes qui ont des maladies dégénératives, neurodégénératives, qui ont des problèmes de compréhension, souvent le proche en question, qui est son responsable, qui représente en quelque sorte le patient, c'est lui qui va dire, voilà, moi je voudrais qu'il retourne à domicile, parce que à l'hôpital, je trouve que ça ne change rien à sa situation, et donc le médecin va essayer de trouver, avec la communication, voir quelle approche serait le plus efficace, tout en essayant de ne pas mettre le patient en danger, et en même temps, en essayant que le patient a tous ces traitements, même s'il y a un retour à domicile. Voilà, c'est des choses qui se discutent avec les proches du patient, même si le patient psychologiquement ne pourrait pas intervenir dans la discussion. Et donc la collaboration interdisciplinaire dans le secteur de la santé, l'importance de la collaboration est très importante entre praticiens, et donc cette communication va être efficace entre tous les acteurs de la santé, et donc partager d'informations pertinentes va s'assurer des soins de qualité. Et donc voilà, c'est le but de tout ça. C'est quoi? C'est l'aptitude au dialogue et habilité communicationnelle, c'est donc être à l'écoute active et au respect des opinions des autres, résoudre des désaccords entre deux praticiens sur l'approche du traitement du patient, mais ça peut être de la vie de tous les jours, c'est résoudre un désaccord entre deux personnes
Capacité d'engager une conversation constructive, voilà, quelque chose qui apporte un bénéfice, ou quelque chose qui est direct, qui est honnête, et qui fait que on peut se mettre en débat ou qui peut améliorer la situation. Et donc la gestion de conflits, de résolution de problèmes, c'est quelque chose qui va s'apprendre par l'expérience. Donc la capacité de communiquer, à apercevoir des situations de conflit, c'est quelque chose que vous devez maintenant maîtriser par l'expérience et en vous entraînant et en refaisant des questions d'examen qui portent sur ces situations-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre, mais en même temps, vous allez vous entraîner en faisant les anciennes questions d'examen. L'aptitude au dialogue et la communication interdisciplinaire est essentielle pour le médecin et le dentiste. La communication verbale, non verbale avec le patient renforce la relation entre médecin et patient. Et la collaboration avec les proches du patient, les autres acteurs de santé, assure des soins complets. Et donc, pratiquez l'écoute active, qui est le mot-clé. Utilisez une communication claire et engagez-vous dans une collaboration efficace.